Le terme adaptation, qui est donc le terme à l'ordre du jour de vos travaux, est un terme qui nous semble un peu trompeur, est un terme qui aussi est porteur sans doute d'une erreur d'appréciation, parce que quand on entend adaptation, on n'est pas très inquiet. On n'est pas très inquiet parce que s'adapter, c'est quelque chose qui est le propre de l'être humain, qu'on a toujours su le faire et qu'on saura le faire. Sauf que l'adaptation au dérèglement climatique, ce sera pour une bonne part du deuil, c'est-à-dire la disparition de certains de nos modes de vie, la disparition de certains de nos espaces naturels, la disparition de certaines de nos activités. Aujourd'hui, les effondrements qu'on constate en montagne, le débat autour du ski est un débat récurrent, mais on sait que on peut imaginer la disparition de certaines vallées, l'obligation d'évacuer certains territoires. On le connaît au travers de la submersion marine et de l'élévation du niveau des mers, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui vont devoir être pris en considération. Il faut d'abord savoir, et c'est pourquoi nous avons décidé de publier, vous l'avez dit, Monsieur le Président, en juin, un rapport sur ces questions d'adaptation et en particulier sur les conséquences sociales et l'aggravation des inégalités provoquées par le changement climatique, parce que c'est un peu un point aveugle à la fois des travaux publics. Le dernier plan national d'adaptation au changement climatique a trouvé son terme en décembre 2022. Le suivant, celui sur lequel le gouvernement travaille actuellement, aurait dû être publié en 2023. Et le plan précédent n'était pas ni opposable, bien sûr, ni très engageant. C'était une liste de mesures à envisager, de rapports à demander, de réflexions. Mais il n'y avait absolument pas de dimension opérationnelle. Et notre inquiétude, c'est que dans le plan actuellement en discussion, il n'y aura pas davantage de dimension opérationnelle ni de dimension opposable. Alors que la réalité des conséquences du changement climatique va toucher très fortement le territoire français. La France est un des pays d'Europe, sinon le pays d'Europe le plus exposé aux conséquences du changement climatique, parce que nous disposons d'un littoral très important, parce que ce littoral accentue le risque des évolutions de pluviométrie majeures qui sont la conséquence la plus immédiate du changement climatique. Et enfin, parce que l'implantation de nos logements et l'époque de construction, qui est une époque de construction où ces préoccupations n'étaient que peu prises en compte, fait qu'une grande partie de la population va être très exposée, la question du logement étant le centre des conséquences immédiates en matière de changement climatique. Mais plus largement, nos équipements publics, et en particulier les équipements publics de santé et d'éducation, notamment les hôpitaux, seront très vulnérables à une échéance qui est une échéance de temps rapprochée. Je pense particulièrement aux écoles maternelles. Les écoles maternelles de 4 départements, la Gironde, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône et Paris sont dans 100% des cas, c'est-à-dire toutes les écoles maternelles, exposées à horizon 2035 à des vagues de chaleur de 35 degrés. Donc ça veut dire que tous les enfants de ces écoles maternelles de ces 4 départements extrêmement peuplés ne pourront pas aller à l'école pendant de longues périodes. Et si on continue de les envoyer à l'école, on sait que sur des corps petits, puisque les enfants à l'école maternelle ont entre 3 et 5 ans, les conséquences sur leur développement cognitif, sur leurs apprentissages et même sur leur santé peuvent être très négatifs. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout ici d'être alarmiste, il s'agit simplement d'être lucide. D'être lucide et d'être en capacité et je pense que c'est votre travail en particulier au sein de cette commission, sur ce que ça signifie en matière d'engagement des collectivités locales, mais aussi en matière d'engagement de l'État. Je sais que vous avez auditionné les assureurs avant de m'avoir écouté, et je trouve ça très intéressant que ce soit les premiers à être auditionnés, parce qu'on a coutume, face à certaines difficultés, de regarder les choses les yeux ouverts quand on est face à une difficulté immédiate. La difficulté immédiate qui va arriver, ils vous l'ont dit, c'est que les modes de calcul de risque des assureurs sont complètement bouleversés par le dérèglement climatique, et que le bouleversement de ces modèles mathématiques va rendre sans doute une partie du territoire français inassurable. Quand je dis du territoire, c'est en particulier des particuliers, justement. Et que donc, quand vous aviez normalement un risque inondation qui était d'un tous les 100 ans et qu'il devient un tous les 2 ou 3 ans, évidemment, on n'est plus du tout sur le même modèle de risque.
Donc il faut absolument être en capacité d'anticiper cette réalité. Je dis que nous avons été longuement dans le déni. Aujourd'hui, l'hôpital de Nantes, qui est actuellement en cours de construction, est dans une zone inondable, qui était une zone inondable millénaire dans le plan de prévention des risques d'inondation de 2014, et qui peut-être va l'être de manière biannuelle, triannuelle, en tout cas moins que décennale, ce qui est, pour un investissement d'1,250 milliard, déraisonnable. Donc, ce que nous essayons de faire en préparant ce rapport, c'est de donner des chiffres et une lecture très simple des implications du dérèglement climatique. Je le dis ici, nous sommes la première organisation non gouvernementale à publier un rapport sur l'adaptation. Il y a eu une forme de déni aussi dans notre milieu, parce qu'on avait le sentiment que si on parlait de ces questions, des conséquences du dérèglement climatique, ça veut dire qu'on avait perdu et abdiqué la bagarre contre l'atténuation. Il nous semble absolument nécessaire de mener les deux de front, car nous n'échapperons pas aujourd'hui aux conséquences. Et je le redis, si vous pouvez partir avec un seul message, la France est le pays d'Europe le plus exposé, est également le pays d'Europe dans lequel il y a de plus de morts aujourd'hui du dérèglement climatique. La majeure partie des morts du dérèglement climatique en France le sont du fait des inondations brutales. Et je veux à cet instant ajouter un point qui avait été mal anticipé. Les travaux actuels, notamment de jeunes ingénieurs qui réfléchissent à toutes les conséquences que nous n'avons pas anticipées, montrent que dans un certain nombre de villes, pas du tout proches de cours d'eau, il y a des risques d'inondation de l'ensemble des rez-de-chaussée. Donc toutes les populations qui habitent dans des rez-de-chaussée, dans des villes dites classiques, où il n'y a même pas de cours d'eau, peuvent faire l'objet d'une inondation rapide du fait d'un niveau de pluviométrie qui n'est pas du tout anticipé par les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. De façon technique, en fait, on s'est dit qu'on allait multiplier par 3-4 la pluviométrie maximum pour dimensionner les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Quand les orages peuvent être une multiplication par 10, par 15 ou par 20, en fait, vous avez l'eau qui monte dans des rues et entre des bâtiments qui, normalement, ne sont pas du tout prévus pour être inondés. Deuxième exemple du risque sur les infrastructures, les joints de dilatation. Les joints de dilatation des ponts, eux aussi, ont été dimensionnés pour des niveaux de chaleur qui étaient très sécures par rapport au niveau de chaleur habituel que connaissait notre territoire. Mais aujourd'hui, on ne sait absolument pas comment, par exemple, l'intégralité des ponts entre Paris et l'embouchure de la Seine, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir traverser la Seine, peuvent résister à des canicules de 45 degrés sur 3 jours qui ne descendraient pas en dessous de 30 degrés la nuit. Et on sait aujourd'hui que même l'été prochain, c'est possible. Donc on a beaucoup de chantiers sur la résistance des infrastructures qui étaient parfaitement dimensionnés. On est une France, on est un pays d'ingénieurs qui avait parfaitement réfléchi à la résistance de toutes nos infrastructures dans des conditions climatiques extrêmes au regard de nos conditions climatiques classiques, mais les modèles actuels dépassent les conditions climatiques extrêmes et parfois de très loin qui ont été envisagées. Donc il faut aussi se préparer à cette idée qu'une partie de nos infrastructures pourrait devenir inutilisables. J'ai parlé des infrastructures de santé, ce sont 5% des hôpitaux de l'ensemble du territoire qui sont directement menacés à échéance 2100. Donc on est vraiment sur une ampleur qui est une ampleur considérable et sur des travaux qui sont encore embryonnaire. Pour répondre à votre question, nous, on travaille sur tous les documents techniques et les études de différents scientifiques, notamment les travaux du CEREMA et d'autres experts, mais il y a plein de sujets sur lesquels, comme jamais on avait anticipé que des conditions climatiques de cette nature puissent toucher le territoire français, où nous ne sommes pas du tout préparés. Par ailleurs, la France est aujourd'hui en retard. Je le dis, en retard sur le diagnostic, mais aussi en retard sur des politiques d'adaptation justes. Pourquoi des politiques d'adaptation justes ? Parce qu'au-delà des menaces sur les infrastructures, les populations les plus pauvres ont 3 fois plus de chances de mourir d'un épisode de pollution à Paris que les plus riches. Et on peut multiplier cette réalité parce que les groupes vulnérables comprennent également les personnes âgées et en particulier les personnes âgées vivant seules. Donc je pense qu'il faut intégrer les conséquences du dérèglement climatique comme à la fois multifactorielles et comme aujourd'hui une impossibilité à bien évaluer la réalité. Et si je peux terminer, je dois être plus très loin de mes 10 minutes, je voudrais vous partager une inquiétude sur la manière dont le plan national d'adaptation au changement climatique 3, qui est en cours d'élaboration, est préparé.
avec un double mouvement qui me semble inquiétant, mais non, je trouve qu'il est légitime que les parlementaires s'emparent, c'est-à-dire de dire que d'un côté, il y a une nécessité de prise en compte au niveau européen, y compris sur les financements, et parallèlement que ça va être une responsabilité des collectivités locales. Et donc je vais revenir à ce que je disais tout au début, non, les collectivités locales seules ne pourront pas assumer, en particulier toutes celles qui sont les plus vulnérables, celles qui devront déménager une grande partie de leur population, celles qui devront faire face, comme ça a été le cas dans le sud Gironde et le nord des Landes, à des méga-feux. Je rappelle à cet instant, et il y a eu une sorte de tabou collectif autour de cette question, que lors des incendies de Gironde a eu lieu le plus grand déplacement de population civile en France depuis la Seconde Guerre mondiale. 40 000 personnes, nous n'avions jamais connu ça. C'est le record des pays d'Europe, des déplacés climatiques, parce qu'il faut dire le terme, des déplacés climatiques. Et je le dis aussi, la réponse et l'extinction de l'incendie a pu être possible par la mobilisation de pompiers hongrois, roumains, venant de beaucoup de pays d'Europe. La solidarité européenne a joué, c'était une bonne chose. Il faut imaginer 3 méga-feux de la même ampleur sur le territoire européen simultanément. Nous n'avons pas aujourd'hui la capacité à y répondre. Et donc je crois qu'il faut vraiment être conscient que ces menaces sont encore mal évaluées, mais qu'on ne peut pas laisser les élus locaux seuls. On ne pourra pas laisser les élus locaux de montagne seuls face aux conséquences, pas davantage ceux des littoraux, pas davantage ceux de toutes ces zones qui vont devenir des zones inondables à répétition, avec la nécessité de déplacer les populations. Donc il faut aussi affronter en France cette question des déplacés climatiques. Et si les réponses qui sont apportées ne sont pas des réponses qui intègrent une dimension de justice sociale, l'injustice que cela procurera et le sentiment de grande vulnérabilité sera aussi un risque pour la cohésion sociale de notre pays. Donc la question du changement climatique et de ses impacts n'est pas seulement une question financière, c'est aussi une question de justice sociale. C'est ce que nous allons présenter au mois de juin, mais je suis heureuse de pouvoir avoir cet échange avec vous et d'en débattre. Je pense que c'est une question d'ampleur nationale, que face à des enjeux de cette nature, seule la solidarité nationale a la capacité de répondre à l'échelle, exactement comme ça a été le cas pendant la pandémie, et que soit nous le ferons sous contrainte, avec des coûts beaucoup plus importants, soit cela sera anticipé, c'est ce à quoi c'est ce que nous espérons, et que cela doit être fait de manière extrêmement coordonnée, volontariste, et dans l'ensemble des dimensions qui sont encore, je le redis, mal évaluées parce que, et notamment, nous sommes pas encore au milieu de l'année 2024, mais la hausse extrêmement massive des températures de l'océan aujourd'hui laisse les scientifiques circonspects et on ne sait pas encore réellement quel va être l'impact, mais il n'est pas impossible que celui-ci puisse être une accélération des conséquences, notamment en matière de pluviométrie, beaucoup plus rapide que les scénarios les plus pessimistes du GIEC. Donc ici, mon sujet n'est pas d'être inutilement alarmiste, mais au contraire d'être très réaliste et de se dire que nous avons dans l'histoire su faire face à des défis très grands et que nous devons être capables de le faire, mais de manière coordonnée, anticipée, et que le rendez-vous actuel de l'élaboration du PNAC est pour nous majeur.